La médecine complémentaire en cancérologie, j'ai exprès pas mis le A parce qu'en cancérologie, le mot alternatif n'a pas lieu d'être puisqu'il n'y a pas de médecine alternative en cancérologie. Il peut y avoir que des médecines complémentaires puisqu'il ne s'agit pas de, on ne peut pas traiter le cancer avec autre chose qu'avec les traitements conventionnels actuels. Mais on a cette dernière étude qui date de 2010. C'est 70% des patients atteints de cancer qui utilisent des médecines complémentaires. La médecine complémentaire qui est la plus utilisée, c'est l'homéopathie. Et la question qui se pose en fait pour nous, qui s'est posée pour nous, c'est que deviennent ces patients une fois qu'ils sont hospitalisés? Quelle est l'offre de soins hospitalière pour ces patients qui désirent avoir des médecines complémentaires dans leurs soins de support? Donc ça, c'est cette interrogation qui nous a menés au niveau du groupe hospitalier Saint-Vincent à essayer d'apporter des réponses à ces patients. Alors, la médecine intégrative, pour résumer un petit peu, c'est très très simple. Quand on vous demande qu'est-ce que c'est que la médecine intégrative, c'est l'association de la médecine conventionnelle avec les médecines complémentaires. Le principe, il est là. C'est un tout au service du patient. Il faut que le patient puisse bénéficier du meilleur de l'offre de soins. En 2016, on a créé donc ce département de médecine intégrative. Alors, qu'est-ce que c'est ce département de médecine intégrative? Ce n'est pas un département physique, pour l'instant. Il n'y a pas un service avec 15 lits de médecine intégrative. Ce n'est pas encore le cas. C'est une action transversale, c'est une transversalité des soins et une action à l'intérieur de ce groupe hospitalier qui contient 4 cliniques à Strasbourg, qui sont 4 cliniques ESPIC. C'est-à-dire établissement de santé privé à intérêt collectif, donc c'est-à-dire à but non lucratif. Donc notamment une des cliniques où j'interviens le plus souvent, c'est la clinique Sainte-Anne, puisque c'est là que se trouvent les soins oncologiques, c'est là où il y a la chimiothérapie, la radiothérapie, c'est là aussi où il y a les 35 lits d'hospitalisation de cancérologie. Et c'est là où on essaie de bien organiser la transversalité des soins avec tous ces intervenants que vous avez également dans d'autres centres anticancéreux. Et donc, on a créé, ça c'est quelque chose de très intéressant, il y a déjà une dizaine d'années, c'était la première RCP de soins de support. Et ça permet vraiment à tous les gens qui sont listés à gauche, qui viennent à cette RCP de soins de support, de faire des propositions, des offres de soins. L'oncologue ne sait pas toujours tout ce qu'on peut proposer à un patient qui est en difficulté. Eh bien, tel patient qui a tel problème, là, ça peut être l'acupuncteur qui dit sur ce sujet-là, moi, j'ai de bons résultats. Et ainsi, on fait des propositions, donc, dans le cadre des RCP de soins de support aux patients qui sont en difficulté. Les patients qui sont hospitalisés ou les patients qui font une chimiothérapie, dans leur dépliant, ils ont une offre de soins, dont notamment la consultation de soins de support homéopathiques. Ce qui a fait aussi d'original ce groupe hospitalier Saint-Vincent, c'est de créer un contrat de consultant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un patient est hospitalisé dans une des 4 cliniques et qu'il dit qu'il aimerait avoir un traitement homéopathique, ou alors qu'il vient à la clinique avec toute une valise de médicaments homéopathiques et puis le médecin du service dit « mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Je ne connais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire ?» et que le patient demande « qu'est-ce que je peux continuer comme soin ?» On m'appelle, je viens voir le patient, je fais ma consultation au lit du malade et je suis rémunéré par la clinique. Ce n'est pas le patient qui paye. Donc j'interviens exactement comme si on faisait venir un dermatologue, comme si on faisait venir un ophtalmo, comme si on faisait venir un consultant externe. La clinique de Altoussac est une autre clinique du groupe où j'interviens également. C'est là où se passent les soins palliatifs. Et donc, on a développé dans ces services une offre de soins d'aromathérapie, d'homéopathie, qui sont prescrits sous ma responsabilité et qui sont délivrés, bien sûr, par le personnel soignant qui a été spécialement formé. En gynécologie, en salle d'accouchement, grâce au DU d'acupuncture, grâce au DU d'homéopathie, eh bien, les sages-femmes sont formées maintenant à intervenir et sont formées également en aromathérapie. Réflexologie plantaire, je peux vous assurer que quand vous êtes hospitalisé, que vous avez un soignant qui vous masse les pieds, c'est un geste qui est vraiment touchant et qui bouleverse les patients. Et si en plus vous rajoutez des huiles essentielles qui passent énormément à travers la peau, vous allez apporter vraiment beaucoup à ces patients pour leur confort.
L'acupuncture, bien sûr. Alors, on n'utilise pas forcément les moxa parce que les moxa, ça sent fort. On utilise la flamme, même si ce n'est pas aussi traditionnel qu'on devrait faire. Donc, actuellement, l'homéopathie dans les soins de support en France, et c'est beaucoup développé. Il y a 20 médecins homéopathes qui ont fait une formation diplômante en cancérologie. Il y a maintenant 12 oncologues qui sont diplômés d'homéopathie. Ça aussi, il y a 10 ans, c'était impensable d'imaginer que des cancérologues se formeraient en homéopathie. Tout ça, on a regroupé tout ça dans une société savante, la CISO, où on va essayer de décrire ce qu'on n'a pas encore fait, ce que les acupuncteurs ont fait avec l'AFSOS, mais ce que nous n'avons pas encore fait, c'est écrire des référentiels homéopathiques en cancérologie. On va faire un premier travail qu'on va ensuite soumettre à l'AFSOS pour encore avancer dans ces domaines de référentiel, qui est une page très très importante aujourd'hui pour valider nos pratiques. J'ai écrit pour le groupe hospitalier Saint-Vincent des protocoles de soins infirmiers. C'est-à-dire que j'ai pris la responsabilité, dans certaines situations de soins infirmiers, de faire des protocoles de soins homéopathie, aromathérapie, que peut utiliser l'infirmière dès lors que le patient relève de ses soins. Donc elle n'a pas besoin de demander l'autorisation du médecin. Elle le signale, bien sûr. Tous ces soins sont enregistrés dans le logiciel du service, bien sûr. Il y a une traçabilité, mais ce sont des offres de soins infirmiers. Des offres de soins qui comportent soit l'application d'huile essentielle transcutanée, soit des bains d'aromathérapie, soit de l'olfactothérapie. Alors, un des protocoles, je vous en ai sorti un, c'est un protocole stress, anxiété, angoisse dans un service de soins palliatifs. C'est fréquent, c'est une demande fréquente des patients. Eh bien, on va leur apporter soit un traitement homéopathique que l'infirmière va choisir en fonction des symptômes exacts que présente le patient. Il faut bien sûr évaluer notre pratique. Ça fait partie de notre activité. Et donc, on a écrit cette fiche individuelle pour chaque patient. Le patient donne son avis aussi et bien sûr signe pour la traçabilité des soins. Alors on a évalué, parce que ça c'est la mode, alors on a fait une étude déjà en 2007 publiée dans le Bulletin du cancer, qui est la plus grosse revue de cancérologie en France, sur l'utilisation des médecines complémentaires à Strasbourg. C'était la première étude française. À l'époque, il n'y avait que 27% d'utilisateurs. Donc déjà à l'époque, on a demandé à ces gens qui utilisaient les médecines complémentaires, finalement, est-ce que ça vous sert à quelque chose? Est-ce que ça vous aide? Sur des symptômes qui nous intéressaient, puisque c'est des symptômes que moi j'appelle de médecine d'interstice. La médecine d'interstice, c'est toutes les situations où il n'y a de toute façon pas de traitement. Vous êtes fatigué, c'est normal, vous avez un cancer et vous avez une chimio, c'est normal. C'est pas normal d'être fatigué, c'est habituel. Ça peut arriver et c'est à nous médecins de soulager ces symptômes. Et vous voyez, ces patients ont répondu qu'ils étaient améliorés par la prise en charge en médecine complémentaire. L'objectif de tout ça, vous l'avez compris, l'objectif de tout ça, c'est le patient. C'est le patient. Je crois que le patient, il doit être au centre de toutes nos préoccupations. Et il l'est parce que dès l'instant où on lui apporte des compléments de soins, il va pouvoir développer, je dirais, des ressources supplémentaires pour essayer de surmonter sa maladie, essayer de s'en sortir mieux. Et puis mes collègues oncologues sont très contents parce que les patients qui arrêtent les anti-aromatases parce qu'ils ont trop de douleurs articulaires, c'est très fréquent. Eh ben, ces patientes-là, c'est une perte de chance pour elles. Si on peut soulager leur douleur avec l'acupuncture, avec l'homéopathie, avec la sophrologie, eh bien, elles vont pouvoir poursuivre les traitements. Et mes collègues oncologues sont ravis quand le projet de soins peut être mené à terme. Je voulais vous montrer cette patiente qui est ma patiente la plus âgée, qui a 92 ans, qui a 115 chimios dans les bottes et qui va très bien. Et qui m'a dit, surtout, vous montrez ma photo à tout le monde, je veux qu'ils sachent que je vais bien. L'homéopathie est un médicament depuis 1964 qui a une AMM de ville. Il n'y a pas d'AMM hospitalière, de collectivité pour l'homéopathie. Donc la présence de l'homéopathie, la délivrance de l'homéopathie par le pharmacien de l'hôpital ne peut se faire qu'avec l'accord du pharmacien-chef de l'hôpital. Donc le pharmacien-chef de l'hôpital m'a donné son accord, il m'a donné une liste limitative de 25 médicaments homéopathiques, et il m'a dit, et puis alors surtout une seule dilution, un seul dosage. Donc j'ai tout mis en 9CH, et 25 médicaments pour lesquels je lui ai fait une monographie. Pour chaque médicament, j'ai écrit une monographie, c'est-à-dire indication, contre-indication, posologie, etc.
Donc, il m'a donné son accord et ces médicaments sont disponibles. Donc, les granules d'homéopathie restent à l'infirmerie, ne rentrent jamais dans la chambre du patient. On met 3 granules dans une petite cupule en plastique et l'infirmière apporte les 3 granules qu'elle met en bouche et que le patient suce, 1 fois ou 2 fois par jour maximum. Le pharmacien m'a dit l'aromathérapie, ce n'est pas de l'ordre du pharmacien. Donc, c'est acheté dans le budget dépenses. Donc, c'est le groupe hospitalier Saint-Vincent qui nous a accordé une enveloppe budgétaire de plusieurs milliers d'euros, parce que l'aromathérapie coûte cher. Alors, les infirmières, par contre, ont le libre choix pour l'aromathérapie de fabriquer la cosmétique des patients. Un patient qui arrive au service, on prend du savon de base, liquide, et l'infirmière, quand il arrive, lui pose des questions, lui fait sentir des huiles essentielles, et on fabrique son propre shampoing avec les huiles essentielles. Ça fait déjà une entrée en matière, le patient se sent accueilli. Et donc, dans chaque service, on essaie qu'il y ait une infirmière et une aide-soignante référente que j'ai formée en aromathérapie. Et le groupe hospitalier a payé 2 DU. Donc, il y a une infirmière et une aide-soignante qui ont pu suivre un DU d'aromathérapie universitaire. Et c'est elles, maintenant, qui font la formation des collègues. Je pense qu'effectivement, le soutien médical est extrêmement important pour le développement des approches complémentaires. Mais est-ce que les infirmières et les paramédicaux, de manière plus générale, avec lesquels vous travaillez, ne sont pas elles-mêmes à l'initiative de réflexion par rapport à ces approches, puisque je pense que ce sont des domaines qui sont très investis par les paramédicaux. Est-ce qu'elles ne se lancent pas, elles aussi, dans des démarches d'évaluation ou voire de recherche en soins infirmiers, notamment par le développement des infirmières en pratique avancée qui émerge désormais en France? Est-ce que vous assistez aussi à cette autonomisation du rôle soignant sur ces approches complémentaires, tout en restant néanmoins sur leur rôle paramédical? C'est pour ça que j'ai écrit ce protocole de soins. C'est pour les protéger. Et ça permet donc, ça légitime leur activité. Elles sont protégées. Alors, les infirmières font de l'évaluation. Chez nous, on a fait une évaluation de sécheresse buccale. Pour vous donner un exemple, on a tous les patients qui étaient rentrés aux soins palliatifs. C'est que la sécheresse buccale, c'est le 4e symptôme en cancérologie. Tout le monde s'en fiche. Bon, c'est pas grave, il a la bouche sèche, c'est normal, il a un cancer. Non, c'est une souffrance, ça leur coupe l'appétit, ils n'ont plus de goût. Donc, tous les patients qui rentrent en soins palliatifs, on a fait le protocole bouche sèche, qu'on a arrêté. Parce que dans le protocole bouche sèche qui a été fait par un intellectuel, il y avait une huile essentielle de citron. Et donc, ça acidifiait le milieu buccal, et donc ils ont fait des mycoses. Mais ça, c'est aussi l'intérêt de faire des études. Et donc, les infirmières, c'est elles qui ont dit « stop, on arrête ». On a arrêté le protocole avant la fin. Donc, on publiera que ce protocole, il ne faut surtout pas le faire. C'est vous qui avez l'expérience. Moi, je ne me prétends absolument pas donner des conseils de soins infirmiers. Dans ces projets-là, ce qu'il ne faut pas hésiter à vendre, c'est une logique d'approche globale et de coût global. Je donne un exemple. C'est vrai que quand une personne est hospitalisée, offrir de l'ostéopathie, offrir de l'acupuncture, il faut le prendre sur le budget, puisque ça ne peut pas se facturer. Mais de par ailleurs, si ça vient diminuer la charge du personnel dans sa sollicitation, pourquoi pas la diminution des molécules distribuées au bout, où c'est du gain, ou au moins c'est un résultat nul. Et je crois que la difficulté de ce type de projet, c'est d'arriver à vendre cette approche globale, au même titre que quand moi je me suis battu pour avoir un hôpital HQE, il a fallu que je leur fasse comprendre que s'ils consommaient moins d'énergie, je pouvais mettre un peu plus d'argent à le bâtir. Voilà, et c'est pareil, c'est la même chose. Et donc ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que aussi dans ces budgets hospitaliers, alors moi je vais être un peu féroce, mais quand même, quand on voit aux urgences qu'on arrive à prescrire des analyses de sang, tout simplement parce qu'on ne veut pas passer à côté d'un infarct systématique pour 80 000 personnes, votre coût, c'est du dérisoire. Voilà, il faut quand même le dire. Donc, j'espère que vous arrivez à vendre ces idées sur des démarches globales et que vous aurez des gens à la fois visionnaires, mais surtout intelligents, pour essayer de les porter, parce qu'il y a le bonheur des hommes derrière. Voilà, donc le même problème que Marc, c'est que je n'ai pas de financement pour mes études. On monte des études en double aveugle, les protocoles sont écrits et il n'y a pas de financement. Donc on joue le jeu, on nous reproche de ne pas avoir suffisamment d'études, mais personne ne nous aide à les faire. C'est un peu embêtant.
qu'à chaque fois qu'un patient est hospitalisé dans une des 4 cliniques et qu'il dit qu'il aimerait avoir un traitement homéopathique, ou alors qu'il vient à la clinique avec toute une valise de médicaments homéopathiques et puis le médecin du service dit « mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Je ne connais pas, qu'est-ce qu'on peut faire ?» et que le patient demande « qu'est-ce que je peux continuer comme soin ?» On m'appelle, je viens voir le patient, je fais ma consultation au lit du malade et je suis rémunéré par la clinique. Ce n'est pas le patient qui paye. Donc j'interviens exactement comme si on faisait venir un dermatologue, comme si on faisait venir un ophtalmo, comme si on faisait venir un consultant externe.